Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar 173 du jeudi, non, du vendredi parce qu'on a reporté deux fois, une fois une semaine. On Et fait le mois de décembre. voilà, exactement. C'est l'émission de décembre, mais elle est enregistrée le vendredi 12 décembre 2025. En direct. Oui, mais diffusée après en différé. On l'enregistre en direct. Voilà, donc vendredi 12 décembre 2025, intitulé Au nom du fric et sous-titré Tout doit disparaître. Donc, rien de secret, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la quantité et la qualité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Alors j'ai choisi cette citation pour introduire notre émission Radar 173, intitulée Au nom du fric. Il s'agit d'un extrait du traité élémentaire de chimie de 1789 du chimiste Antoine Lavoisier, un chimiste parisien, que la République française modifiera en 1794 dans le cadre de la Terreur, en séparant sa tête du reste de son corps, tout en conservant par principe la quantité de matière constituant celui-ci, mais en perdant définitivement la qualité des nobles idées scientifiques de ce grand esprit. Alors, cette émission est sous-titrée « Tout doit disparaître », non pas au sens confessionnel de l'antique crainte que la colère divine nous anéantisse, ni même au sens contemporain, propagé de manière laïque ou confessionnelle par des légions de prophètes médiatiques, experts autoproclamés en collapsologie, qui travestissent sciemment la bonne nouvelle d'un monde post-industriel à venir en versant des larmes de crocodile sur la fin des sociétés inéquitables, consuméristes, gaspilleuses, guerrières, pilleuses et policées, la fin inéluctable des incivilisations militaro-industrielles nucléarisées. Alors, ces abominables avatars capitalistes considèrent, au nom du fric, que les êtres sont marchandises dans le cadre de la frénétique et violente grande braderie nihiliste du capitalisme mondialisé. Alors, le sens du mot disparaître, utilisé dans le sous-titre de notre émission, est là pour souligner l'impermanence des apparences, c'est-à-dire leur permanente transformation, leurs incessantes métamorphoses, leurs mutations. Tout est changement et modification, tout est devenir, tout est dynamique, tout est vivant. Pour les capitalistes, les êtres vivants, les services qu'ils peuvent rendre et les marchandises qu'ils collectent, extraient ou fabriquent sont des choses auxquelles un prix est associé. Seul le prix est dynamique à cause des fluctuations multifactorielles du marché. Êtres, services et marchandises sont chosifiés. En ce sens, le capitalisme est intrinsèquement mortifère. Au nom du Père, au nom du pèse, du fric et de la sainte croissance et de la sainte croissance des profits capitalistes, des gourous fascistes et climato-sceptiques prêchent la mauvaise nouvelle terroriste et criminellement intéressée d'un suicide militaire collectif, mensongèrement inévitable, à des populations qui survivent angoissées sous les décrets et ordonnances de leur bon plaisir plutocratique. Le PES, c'est quoi? Le PES, c'est le flouze, l'oseille, le pognon, le pognon, l'argent, exactement, la monnaie. Alors, au nom du fric, des voyous en uniforme et en costume 3 pièces commettent impunément des crimes d'État. Au nom du fric, celles et ceux qui refusent d'être complices passifs de ces crimes sont poursuivis par des systèmes judiciaires militaro-industriels nationalistes comme étant des traîtres. Et celles et ceux qui s'opposent à ces crimes sont traqués jusque dans les chiottes comme des éco-terroristes qu'il faudrait éradiquer de toute urgence. Au nom du fric, et en toute légalité constitutionnelle, ces criminels imposent de sanguinaires chantages mafieux à des populations captives, allant même jusqu'à les menacer impunément d'holocaustes thermonucléaires.
Au nom du fric, ces premiers de cordée ont troqué la fraise pour la cravate, le casque à pointe pour les lunettes de vision nocturne, mais, comme par le passé, ils discutent entre eux de paix, comme maquignons à la foire aux bestiaux. Alors, petit détail capital de l'histoire, sur l'actuel onusien marché international aux bestiaux, le bétail, c'est nous. Au nom du pétrodollar, le prix Nobel de la paix est attribué à Maria Corina Machado, une femme qui soutient l'idée d'une intervention militaire étrangère sur des territoires qu'elle revendique comme siens, au détriment des vies des populations qui appartiennent à ces territoires. Au nom du pétrodollar, l'autocrate Nicolás Maduro s'accroche au pouvoir sur des territoires qu'il revendique comme siens, au détriment des vies des populations qui appartiennent à ces territoires. Ni Sainte-Marie ni Saint-Nicolas ne se préoccupent de la viabilité sanitaire et sociale des populations et des territoires vénézuéliens. Dans le cadre post-industriel d'un inévitable après-pétrole, car les gisements d'énergie fossile sont par nature non renouvelables. Maria Corina Machado est uniquement l'avatar choisi pour incarner la Pax Americana capitaliste au Venezuela. Au nom du rouble, Vladimir Poutine va-t-il déposer un recours auprès du comité Nobel pour non-reconnaissance de son opération spéciale de pacification et de dénazification de l'Ukraine? Ça, c'est une question que je me pose. Au nom du dollar, le dérèglement climatique n'existe plus. Les fusées au méthane sont bonnes pour le climat. L'industrie automobile peut carburer à fond la caisse si c'est Donald qui le dit. Malheureusement, dans le même mauvais état d'esprit au nom de l'euro, Emmanuel précède Donald, car la bagnole, il adore. Au nom du fric, et pour éviter l'anarchie, une avocate générale républicaine française, lors du procès des éco-terroristes anti-bassines, décrète de manière péremptoire « Je ne conteste pas le danger actuel que vit l'espèce humaine, sauf qu'il n'est pas encore trop tard, on peut toujours agir. Donc, il n'y a pas de danger au titre de l'état de nécessité. » Au nom du fric, comme le prophétisait l'écologiste collapsologue militaro-industriel nucléarisé en marche Nicolas Culot, avant sa soudaine disparition de tous les radars médiatiques, il doit certainement être urgent d'attendre qu'il soit enfin trop tard pour pouvoir agir vainement, mais en toutes les qualités et dans la soumission républicaine totale au respect d'iniques institutions constitutionnellement prioritaires sur les intérêts vitaux des populations. Le couple de physiciens placardisés par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, bah oui, il n'est pas question que ce soit des énergies renouvelables, hein, Roger et Béla Belbéoc avaient raison. C'est avant la catastrophe nucléaire qu'il faut agir, car après, il n'y a plus qu'à subir. Au nom du fric, cette avocate générale du complexe militaro-industriel national français entretient sciemment des confusions opportunes entre désordre et anarchie, ainsi qu'entre espèces humaines et biosphère terrestre. Oui, bien sûr, Pierre, tu peux intervenir quand tu veux. Je vais intervenir en deux parties. Attention, tu baisses le micro. Il y a une partie très courte, les deux parties, je les fais à la suite. Je vais donc parler à peu près 5 ou 6 minutes. Alors, la première partie de mon intervention, c'est la suivante. J'ai écrit aujourd'hui sur Facebook « Halte à l'exploitation des vaches. Dieu et vache pour la vache ». Et les indignés de Paris ont commenté « Pourquoi t'as mis ça ? Tape sur ChatGPT et tu verras quelle est l'espèce qui tue le plus alors qu'elle n'a pas besoin de manger. » Et ChatGPT a répondu, attention, a répondu quoi ? Le moustique, qui ne prend donc, qui fait une piqûre merdique, mais qui tue 300 personnes. Donc, c'est pas l'espèce humaine qui est coupable, ni les vaches, c'est le moustique. Voilà. Bon, alors ils ont enlevé ce poste, c'est dommage, parce que moi je pensais qu'il fallait faire une union avec les vaches.
de ne pas raconter qu'on Moi, était j'ai- coupable. moi, j'ai dit carrément que Ouais. dorénavant, le slogan mort aux vaches Oui, il y a ça. est agréé par toutes les préfectures de France et de Oui, Navarre. Voilà, parce Mais- que dans le cadre de cette maladie contagieuse qui touche les pauvres bestiaux qui finiront dans les assiettes des gens qui justement. continuent à considérer leur estomac Non, comme mais un alors, cimetière. Justement, c'est Voilà. ce que je pensais. Ce que je comprends pas, c'est que si c'est efficace en cas de maladie, qu'il y a un protocole pour tuer les vaches, mais je comprends pas pourquoi on ne le fait pas pour nous. Parce qu'il suffit d'abattre le troupeau, on abat tout le pâté d'immeuble. Il ne faut pas que les gens se déplacent dans des bétonnières, il ne faut pas qu'ils aillent travailler. Donc je ne comprends pas trop cette polémique. Voilà, et je maintiens cette phrase. Si les vaches croyaient en Dieu, elles croiraient en Dieu qui sera une vache. Et ça, c'est l'anneau de la question. Mais je reconnais que pour la gauche, ça peut les énerver. Ce genre de propos, on comprend rien. C'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'elle Toi, fait? tu penses que la vache ne croit pas en Dieu? Non, j'ai dit que si la vache croyait en Dieu, Oui. elle croirait en une vache qui serait Dieu, c'est-à-dire une vache, une image à son image. L'homme croit la que vache, Dieu. elle croit en Dieu Oui, ou pas? forcément. Enfin, c'est pas la question, mais l'homme dit qu'il croit en Dieu, donc il projette que Dieu c'est lui, l'image de l'homme. Mais si la vache, d'ailleurs le moustique aussi, si le moustique croyait en Dieu, le moustique serait Dieu. Voilà, c'est tout. Donc c'est une question intéressante, mais qui n'est pas très intéressante et qui Alors mérite. moi, je suis une vache. Est-ce que je peux croire en Dieu? Non, mais tu crois ce que tu veux. C'est une constatation que si la vache croyait en Dieu, elle projetterait l'image d'un Dieu qui serait vache. Alors est-ce que c'est intéressant? Non. Je n'ai pas dit que c'était intéressant. C'est une réflexion par rapport à l'abattage des vaches. Voilà. Alors, la deuxième intervention, elle va être beaucoup plus longue, enfin beaucoup plus longue, mais raisonnable quand même. Donc il faut que je la trouve. Voilà. Alors c'est parti. Une affiche des histoires de ghetto très drôles du comique de cabaret était placardée devant l'entrée de la station du métro Edgar Quinet. Le train s'était enfoncé dans un tunnel. J'étais assis sur le banc de la gare. Des militants de la jeunesse ouvrière catholique, JOC, occupaient la banquette arrière d'une autre de chevaux. Je m'étais assis sur le genou de Cléa. Les pointes des seins de Cléa avaient effleuré mes lombaires dorsales. La poussette de Myriam, poussée par Myriam, la mère de sa fille Nejma, contourna les chaussures vernies du fils du voisin de palier. Nejma, la fille de Myriam, agrippa mon manteau ashkénaze. Myriam me posa une question en russe. Suivant son intérêt du moment, notre révolutionnaire dispensé de tout versement de loyer par sa mère peut comprendre le russe, ricana le fils du voisin de palier. Je n'ai pas répondu à Myriam. J'étais incapable de parler en russe. Comment vous dire, j'étais illuminé. Illuminé, c'est le mot. Myriam était revenue. Myriam n'était jamais partie. Nejma emboucha une minuscule trompette mûre des lamentations et sonna dans la trompette. J'étais tombé amoureux de Myriam. Myriam m'a libéré de mon carcan idéologique masqué. J'étais tombé amoureux. L'amour de Myriam avait effacé le masque du militant trotskiste qui m'avait donné l'ordre d'infiltrer la cellule de l'UNEF du droit renouvelé, de l'UNEF renouvelé, je sais pas quoi. L'amour, mon amour, enfin, disons, l'attirance aura toujours raison de l'oppression capitalistique. C'est inutile d'argoter sur cette question. Je ne veux pas de nouveau m'enfermer dans un carcan idéologique. Cette question d'amour n'est pas essentielle. J'avais rejoint la comité de base pour poutre apparente de l'ingénieur atomiste pour des raisons d'attirance et non pas pour un pseudo-amour fondé pour la propriété privée, sert à ce crétin de vitesse et cet abruti de Bourdieu et toute sa clique de disciples. Et de l'Harmattan aussi. Voilà, l'Harmattan, les crapules. Le peuple habitait dans un territoire appelé Russie. Est amour. Comme dans tous les peuples habitant un territoire non qualifié de russe, mais de belge. Le peuple russe est amour. Le peuple russe, avant la création des contrôleurs du comité central du Parti international, secrétaire international de mon père, avait accueilli les fils qui se repentaient de ne pas payer de loyer. La vérité, notre vérité, ne dépend pas d'une infiltration réussie dans une structure de pouvoir oppressive, hiérarchisée et humiliante. Je me fiche de votre poésie romantique. La classe ouvrière n'a pas besoin de votre amour pour se libérer de votre chaîne. Je n'ai jamais imposé mon amour à la mère de Myriam, ni à les mères assistantes de mes innombrables enfants, assistantes sociales. Je n'étais pas en fait tombé amoureux de Myriam. Disons que j'avais ressenti l'attirance, ou comment dire, non pas la sexualité, mais une attirance. L'attirance est révolution. Nejma, la fille de
Myriam qui s'appelait Nejma, Sana pour la deuxième fois dans la minuscule trompette mieux d'alimentation. Je n'étais plus coupable. Les portes de l'amphithéâtre de Leuze ont écrasé les postulants avocats et militants de l'UNEF renommés. Le voisin de palier m'a sévèrement dévisagé. J'ai entendu Nathalie Médigon qui apparaissait à l'entrée du métro Garquinet et le voisin y a roulé. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Et donc j'ajoute, grâce à un radar, j'ai pu écrire ce texte dont je voulais le dire, donc je suis convaincu de l'exemple de ce texte, donc je pourrais composer au piano bientôt le morceau intitulé Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Voilà, c'est fini, merci. Donc, en attendant... Tu veux parler? Attends, il y a une intervention là. Non, écoute, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux ajouter à cette situation? Je suis d'accord avec les mots de Roger Pierre Roulier. Et je viens aussi de mon pays touché par cette maladie terrible, tu vois, d'oligarchie de très puissance. Je crois, mon problème est parce que je vois que le fascisme avance, le fascisme est partout. Et je crois que quelqu'un comme Pier Paolo Pasolini aurait dû tourner dans son tombeau s'il a vu que le ministre, c'est-à-dire Premier ministre, l'État maintenant italien encore complètement fasciste. Donc ça blesse mon pays. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est la structure même. Oui, mais sauf l'étagère. Sauf l'étagère. L'étagère n'est pas un État fasciste, justement parce qu'elle est gérée. Alors, je vais en revenir à cette avocate générale du complexe militaro-industriel national français qui défend le fallacieux mythe de notre culpabilité collective vis-à-vis des dérèglements climatiques et sociaux dont les populations sont pourtant les victimes. Alors, cette fameuse responsabilité collective, derrière laquelle se cachent en permanence tous les criminels irresponsables militaro-industriels, ceux qui nous parlent à travers leurs médias de masse de paix, de vivre ensemble et de développement durable, tout en promouvant les concepts fascistes de grand remplacement, en agitant le spectre d'une éventuelle guerre civile, en condamnant sans appel et a priori tous les écologistes non électoralistes, en réservant leurs délicates attentions de présomption d'innocence aux criminels et puissantes crapules capitalistes, même si celles-ci sont déjà condamnées et ont épuisé toutes les procédures d'appel. Au nom du fric, la défense des intérêts des entreprises capitalistes publiques et ou privées doit nécessairement aboutir à des condamnations individuelles exemplaires. En fusiller quelques-uns pour faire réfléchir les autres, n'est-ce pas ainsi que la barbarie nazie, au nom du Saint Deutschmark, pratiquait la justice? Au nom du pétrodollar, les USA, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont fait supprimer les 30 pages du résumé à l'intention des décideurs qui conclut traditionnellement le rapport du GIEC sur le climat. Comme aucun décideur n'a l'intention de lire les milliers de pages du dernier rapport du GIEC sorti ce mois-ci, et que les 30 pages de son résumé auront opportunément disparu, alors les vitales et urgentes mesures à prendre contre le dérèglement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité et contre l'augmentation de toutes les pollutions durables ne viendront pas enquiquiner industriels et militaires comme le font tous les écoterroristes anti-yachts et anti-jets privés. Est-ce par principe de précaution stratégique que l'état de nécessité climatique passe systématiquement aux criminels oubliettes onusiennes? Cessons de toute urgence nos complices participations électorales aux mascarades constitutionnelles du nuisible système militaro-industriel nucléarisé de la 5e République néocoloniale française, cru putschiste 1958 de 67 ans d'âge. Militons
pour que toutes et tous s'inscrivent sur les listes électorales afin que puisse être quantifiée par le ministère de l'Intérieur de l'État nucléaire français l'ampleur croissante de notre écologique non-implication citoyenne commune. Au nom des échinodermes, n'en déplaise à Pierre Merechkovski, la résistance écologiste n'est pas synonyme de radicalisation. Elle est vital respect des équilibres naturels et des hérissons. La radicalisation est le fait de richissimes individus qui ont pour pathologique et nuisible credo capitaliste commun toujours plus. Cette radicalisation se concrétise à travers les propos et les actes de leurs extrémistes et violents nervis qui bénéficient au pire d'une complaisance judiciaire et au mieux d'une totale impunité. Ces grands malades, lorsqu'ils sont hissés aux archaïques postes d'autocrates thermonucléaires en chef d'un des principaux complexes militaro-industriels, deviennent de véritables fléaux planétaires, de par les conséquences écologiques, sanitaires et sociales qu'engendrent convergences et divergences de leur commun et insatiable appétit de domination absolue. Tu veux la paix ? Donne ta salle de bain à mon riche ami et file-moi tes bijoux de famille. Mais surtout, n'oublie pas de me dire merci, car tu n'as pas toutes les cartes en main. Merci. C'est un sac. Merci. Oui, merci Marc. Merci. C'est ainsi que les kleptocrates États mafieux négocient entre eux une paix relative pour tous les États qu'ils considèrent comme des États vassaux, en échange d'un tribut substantiel de territoires et de ressources. Nous devons donc considérer l'actuelle phase terminale du capitalisme mondialisé comme une éphémère et périlleuse période néo-féodale. Le personnage de Biff Tannen de la trilogie Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis, film qu'il a coécrit au début des années 80 avec le scénariste et producteur Bob Gale, fait au départ référence au nom d'un des directeurs du studio Universal Pictures avec lequel ils avaient eu un différend, M. Ned Tannen. En 2015, après que des journalistes aient noté des traits communs de caractère entre le personnage de Biff Tannen et le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, le scénariste Bob Gale, lors d'une interview, a déclaré que des éléments de la personnalité de Biff Tannen étaient en fait basés sur Trump, qui était déjà bien connu au milieu des années 80 pour sa finesse et sa délicatesse. Aujourd'hui, au nom du fric, le psychopathe Donald Trump et son vice-propagandiste James David Vance soutiennent ouvertement le putschiste brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre 2025 en application des lois brésiliennes suite à sa tentative de coup d'État de 2023 à 27 ans et 3 mois d'emprisonnement. Le 22 novembre 2025, Jair Bolsonaro est incarcéré suite à sa tentative ratée de fuite du territoire brésilien. Après les menaces d'invasion de la réserve pétrolière vénézuélienne, doit-on s'attendre dans les semaines à venir à des menaces d'invasion des richesses minières brésiliennes pour la défense de la démocratie américaine contre les narcotrafiquants et les écolo-terroristes? Alors, au sujet de la guerre menée par Donald Trump contre les narcotrafiquants, eh bien, il nous faut signaler quand même que le 1er décembre de cette année, donc il y a 12 jours, Donald Trump a gracié Juan Orlando Hernandez, qui était le président du Honduras de 2014 à 2022, qui avait été condamné par les États-Unis en 2024 à 45 ans de prison pour narcotrafic. Voilà, donc on comprend qu'il y a dans cette guerre contre les narcotrafiquants deux mesures. C'est-à-dire il y a les amis de Trump qui peuvent effectivement trafiquer tout ce qu'ils veulent et les autres. Donc il est un petit peu mêlé au narcotrafic, Trump, à travers ça. Donc ce type-là, c'est un mafieux qui favorise le trafic. Voilà. Marie Trump. Alors, justement, pour bien montrer ça, il faut que je fasse attention à ne pas faire de conneries. Voilà. Donc, Marie Trump, la nièce de Donald Trump, a écrit un livre
publié la première fois aux États-Unis le 14 juillet 2020 et intitulé « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde ». Alors, je recommande la lecture de ce livre pour comprendre l'étiologie comportementale du grand malade capitaliste Donald Trump. Alors, cela vous permettra peut-être de partager avec lui un peu de votre immense compassion pour toutes ces innombrables victimes, mais aussi pour toutes celles de ces richissimes amis psychopathes. Alors je vais vous en donner vraiment un très bref extrait. Ouvrez les guillemets. Donald est un menteur pathologique. Fermez les guillemets. In fine, Donald Trump est un primaire, médiocre, sexiste et violent beauf. Un dangereux pauvre type, comme l'était avant lui Adolf Hitler, avec lequel il partage les mêmes traumatismes liés à un père autoritaire et les mêmes symptômes, une condescendance, voire une totale absence d'empathie pour celles et ceux qu'il considère comme faibles. Le 18 septembre 1931, le corps de la jeune Geli Raubal, 23 ans, a été retrouvé sans vie dans l'appartement de son oncle Adolf Hitler à Munich. Un pistolet qui appartenait à Hitler était posé aux côtés de la jeune femme. Le 26 avril 2025, Virginia Giuffre, principale plaignante de l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain qui était accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, s'est suicidée chez elle en Australie à l'âge de 41 ans. C'est à Mar-a-Lago, là où le père de Virginia travaillait comme responsable de l'entretien du club privé de Donald Trump, qu'elle trouvera un emploi d'assistante au spa du club et qu'elle croisera, à l'âge de 16 ans, durant l'été 2000, le chemin de Ghislaine Maxwell, compagne de Jeffrey Epstein. Alors là, la photo qu'on voit là, elle est de 2000 justement. Donc il rigole bien. On a Bill Clinton avec Donald Trump qui se fend de la poire en 2000. Alors, Bill Clinton et Hillary Clinton serviront-ils d'efficaces contre-feux judiciaires à l'actuel locataire de la Maison Blanche, ou doit-on s'attendre à une salutaire procédure de destitution avant la fin du deuxième mandat de Donald Trump? C'est au nom du fric qu'a eu lieu le seul grand remplacement historiquement avéré et qualifié pudiquement d'ethnocide par l'Organisation des Nations Unies, celui du grand remplacement des populations amérindiennes par des populations européennes. Depuis, cette expression fait les choux gras de tous les abominables suprémacistes blancs. Étonnant, non? Au nom du fric, l'actuel POTUS, President of the United States of America, utilisera-t-il des moyens extrajudiciaires coercitifs nécessaires et suffisants pour devenir président à vie, à l'instar de ses ennemis intimes, les autocrates Vladimir Poutine et Xi Jinping? Aux USA, le taux de fécondité est inférieur à 1,8 enfants par femme et reste à la baisse. Les politiques sanitaires et sociales sont responsables d'une hausse de la mortalité. Les efforts du gouvernement actuel pour restreindre drastiquement l'immigration légale et illégale ont pour effet d'accélérer le vieillissement de la population. À la veille des fêtes de Noël 2025, cela sent le sapin pour le complexe militaro-industriel nucléarisé américain, qui ne sera plus jamais Great Again. Les ressources non renouvelables sont surexploitées, donc de plus en plus limitées. Les mesures politiques actuelles, nationalistes et bellicistes, sont suicidaires pour toutes les populations, même si à court terme, elles s'avèrent lucratives pour tous les psychopathes ultra-riches. Au nom du fric, les médias de masse nous parlent abondamment de crise, de récession économique mondiale, d'incertitudes grandissantes et même de nécessaires économies de guerre. Ils nous disent que les vieux et les malades doivent se serrer la ceinture, que les étrangers pauvres, avec ou sans papier, les travailleurs précaires, les chômeurs, sont les responsables et non les victimes du paupérisme.
Un paupérisme dont la croissance est accentuée par la réduction technocratique des aides sociales et des pensions de retraite. Au nom du fric, ces mêmes médias de masse se montrent d'une extrême discrétion lorsqu'il s'agit de nous informer sur l'euphorie générale qui règne parmi tous les richissimes psychopathes capitalistes. En 2024, les milliardaires ont augmenté les capitaux à leur disposition de 2000 milliards de dollars, soit 5,7 milliards de dollars de plus de surtravail siphonné chaque jour par tous les psychopathes du jamais assez. Une boulimie de fric 3 fois plus grande que celle de l'année précédente. Actuellement, ce sont 16 100 milliards de dollars de fortune personnelle dont disposent les 3000 plus grands sociopathes, toutes nationalités confondues. Si l'on divise ces 16 100 milliards de dollars par les 8 milliards d'êtres humains, on obtient un capital disponible par être humain de 2012,2 dollars, soit le double du revenu moyen annuel en Afrique subsaharienne. À l'orée de ses 80 ans, Donald doit être considéré comme un jeune fossile vivant. Il incarne à lui seul la médiocre fin du capitalisme libéral américain qui aura tiré ses dernières cartouches bien avant le 100e anniversaire de l'homme le plus dangereux du monde. Malheureusement, Donald n'est pas une exception. Tous les chefs d'État sont extrêmement dangereux pour toutes les populations. Vladimir Poutine, avec 7 années de moins au compteur que Donald Trump, est devenu en un peu plus d'un quart de siècle le parrain orthodoxe mafieux russe, le tsar capitaliste d'un empire en déclin démographique avancé. Une étude de l'ONU publiée en 2024 indique que la Russie pourrait perdre près de la moitié de sa population dans les 75 années à venir, soit entre 74 et 112 millions d'habitants en moins. Depuis 2022, l'invasion de l'Ukraine a provoqué un exode massif de jeunes Russes qui ont quitté la Russie pour échapper à la mort sur le front ukrainien. Ces départs touchent en priorité les actifs et accentuent encore le déséquilibre démographique de la Fédération de Russie. Au nom du fric, la plus vaste fédération de territoire du monde se vide inexorablement de ses populations. Les famines et les purges staliniennes du complexe militaro-industriel nucléarisé d'États soviétiques avaient pris le relais au début du XXe siècle des dures conditions impériales de servage. Dans les années 80 du siècle dernier, le complexe militaro-industriel nucléarisé libéral américain s'est montré plus efficace que son pendant soviétique. Il a su profiter des opportunités onusiennes offertes par les durables conséquences sanitaires, sociales, économiques et stratégiques de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl. Depuis 1986, les problèmes économiques de l'URSS se sont aggravés. Ils ont été un élément déterminant parmi de multiples facteurs, de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, puis de l'éclatement de l'Empire soviétique en 1991. Au début de cette période sombre, pour toutes les populations des ex-républiques socialistes soviétiques, c'est en tant qu'adjoint au maire du libéral Anatoly Sobchak à la mairie de Saint-Pétersbourg que le jeune Vladimir Poutine, ex-agent du KGB en Allemagne de l'Est, va saisir l'opportunité de participer de manière très intéressée. Au revoir Pierre, au revoir Nina. Donc, que Vladimir Poutine, le jeune Vladimir Poutine, ex-agent du KGB en Allemagne de l'Est, va saisir l'opportunité de participer de manière très intéressée à la pénétration prédatrice de capitaux étrangers. Il valide personnellement les dossiers des entreprises privées étrangères qui procèdent à l'accaparement capitaliste de pans entiers du complexe militaro-industriel russe. Tout est bradé à vil prix, au nom du fric, tout doit disparaître. Au nom du fric et grâce à des pratiques mafieuses opaques, dès les années 90, Vladimir Poutine devient un des principaux artisans contractuels de l'effondrement lucratif de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il tisse la toile de son réseau, place ses hommes de paille qui négocient en leur nom propre des avantages pour lui et ses proches. Le système kleptocratique de Vladimir Poutine respecte l'orthodoxie capitaliste de l'école de Chicago, au sens caponien comme au sens miltonien. Cet ambitieux mafieux
sera dès 1997 responsable du département de gestion des biens de la présidence russe, responsable du patrimoine de l'ex-Union soviétique ainsi que de celui du Parti communiste, l'ensemble étant estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Grâce à des sociétés écrans et des prête-noms, Vladimir Poutine a siphonné vers des paradis fiscaux une grosse part de cette justeuse koulitch. Alors une koulitch, c'est une brioche de Pâques orthodoxe russe. Alors nommé chef de la mafia d'État FSB par Boris Eltsine, il va sauver ses fesses et celles d'Eltsine en avril 1999 en exposant à la télévision publique russe une des dernières productions pornographiques du FSB, avec dans le rôle principal une paire de fesses attribuée à M. Yuri Skouratov, procureur général de la Fédération de Russie, en compagnie de 2 paires de fesses de prostituées appointées. Le procureur général de la Fédération de Russie est démis de ses fonctions de procureur général en avril 2000, après avoir purgé une suspension pour avoir osé accuser des hauts fonctionnaires de corruption. Yuri Skouratov a toujours affirmé que ce film était une pure fiction du FSB, réalisé à l'aide d'un sosie grossier. C'est au nom du fric que le lynchage public de sa réputation a été effectué afin de faire enterrer par son successeur le dossier Fimaco. Concernant toutes les lucratives magouilles capitalistes des mafieux du Kremlin, effectuées au détriment du patrimoine des populations russes. Au nom du fric, la criminelle crapule mafieuse qu'est Vladimir Poutine, après avoir siphonné la bourse des populations de Fédération de Russie, va s'en prendre aux vies de celles-ci. Une série de 5 attentats contre des immeubles d'habitation va avoir lieu en Russie entre le 31 août et le 16 septembre 1999, dans plusieurs villes de l'ouest de la Russie, dont Moscou. Ces attentats terroristes font en tout 290 morts identifiés et plus d'1 millier de blessés. Ces attaques à l'explosif seront officiellement attribuées par les autorités de Fédération de Russie à des indépendantistes tchétchènes. Pourtant, un 6e attentat est évité le 22 septembre 1999 grâce à la vigilance d'un des résidents d'un immeuble de 12 étages de la ville de Ryazan, qui voit en début de soirée 2 suspects déposer 3 gros sacs dans la cave de l'immeuble, puis s'enfuir dans une voiture dont la plaque est masquée. La police locale va découvrir ces 3 sacs remplis chacun de 30 kg de poudre blanche. Des analyses effectuées par les démineurs appelés sur place détermineront qu'il s'agit de RDX, un explosif militaire plus puissant que le TNT. C'est ce même explosif qui a été utilisé lors des 5 précédentes attaques terroristes. Les sacs sont tous munis de détonateurs reliés à une minuterie fonctionnelle. Celle-ci est réglée pour faire exploser l'immeuble d'habitation le 23 septembre 1999 à 5h30 du matin afin d'assassiner un maximum de ses habitants. Le 24 septembre 1999, la police de Ryazan arrête des agents du FSB. Il s'agirait des personnes ayant déposé les sacs d'explosifs. Nikolai Patrouchev, qui vient de succéder à Vladimir Poutine à la direction du FSB, parle d'un simple exercice antiterroriste préparé par le FSB. Quel serait le but d'un exercice consistant à placer 90 kg d'explosifs militaires plus puissants que du TNT, muni d'un système fonctionnel d'allumage par minuterie, dans la cave d'un immeuble d'habitation, pour ensuite tout laisser sur place en s'enfuyant dans une voiture aux plaques masquées? Ça, c'est une question que je pose. Aucune enquête parlementaire ne sera décidée au sujet de ce que les médias de masse russes appelleront l'incident de Ryazan. La Douma poussera même sa criminelle complicité avec la mafia du Kremlin en allant jusqu'à mettre au secret les documents relatifs à celui-ci pour les 75 prochaines années. Rendez-vous en 2074. Malgré le succès
du compromat Made in FSB réalisé sous la supervision méticuleuse de Vladimir Poutine contre le gênant procureur général de la Fédération de Russie, Boris Eltsine annonce à la télévision russe sa démission le 31 décembre 1999, officiellement pour raison de santé, et nomme Vladimir Poutine président par intérim, en échange de la promesse d'une future amnistie complète pour lui et ses proches. Les morts tchétchènes de la deuxième guerre de Tchétchénie, initiée par les attentats de 1999, sont évalués à environ 80 000 entre 1999 et 2005. Alors, je m'excuse parce que il faut que je fouille dans mes petites feuilles. Je t'excuse. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Page combien? Non, c'est que j'ai... Ah, Ouais, sans les ongles, c'est difficile. je ne retrouve pas... Bon, c'est pas grave. Donc, Prends ton temps, Roger, non, non, regarde. sur la... non, mais je la retrouve pas. Je vais pas y Non. passer. J'ai pas y passer une heure. Alors, le patron mafieux Vladimir Poutine est dorénavant le tsar orthodoxe homophobe de l'Empire fédéral capitaliste russe. Il a d'ailleurs pour principal soutien confessionnel Kirill. C'est pour ça que je voulais vous remontrer l'affiche. Et donc vous pouvez voir Kirill sur l'affiche. Il est à droite, il est complètement à droite. D'ailleurs, j'ai rajouté le petit drapeau russe avec le logo Gazprom au-dessus de sa petite tiare avec une croix. Voilà. Qui n'a d'ailleurs plus strictement rien à voir avec le message de Jésus, mais bon, c'est comme ça. Alors, il a pour principal soutien confessionnel Kirill, patriarche de Moscou et de toute la Russie, qui est comme lui un ancien agent, un ex-agent du KGB. Alors, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, le patriarche Kirill a déclaré dans son homélie du 6 mars 2022 que, je le cite, « La Russie ne conduit pas en Ukraine un combat physique, mais métaphysique contre les forces du mal. Au nom du fric, Staline sort de ce corps. » Aujourd'hui, la Fédération de Russie, malgré ses immenses réserves non renouvelables d'énergie fossile, est dans la même écologique impasse mondiale que tous les autres complexes militaro-industriels nucléarisés. Et là, je vais boire un petit coup parce que franchement, je suis complètement asséché. Et j'ai même un petit peu froid. Mais bon. L'hiver, c'est quand 21 décembre. Non, le 21, L'hiver. c'est le solstice d'hiver. C'est ça. Hein. C'est le jour le plus court, c'est vers le 25 décembre. C'est là où les jours vont se rallonger. C'est l'ancienne fête Sol Invictus, qui justement dans l'église catholique, apostolique et romaine est devenue la fête de Noël. Oui. Voilà. Donc on s'approche bientôt de l'hiver. Non, on s'approche bientôt du printemps parce que les jours vont commencer à rallonger à partir du 25 décembre. Là, les jours se raccourcissent. Mais il y a toujours... On n'est pas encore le 25 décembre aujourd'hui. Non, mais je sais. Donc, les jours continuent à raccourcir. Oui. Voilà. Alors, Donc on se rapproche quand même de l'hiver ou pas? ben, on est en hiver. On n'est pas encore le 25, 21 décembre. L'hiver commence quand le 21? Ah, je me rappelle plus. Donc, Le 21, l'immense fortune personnelle, parce que là, j'en ai encore énormément. L'immense fortune personnelle de Vladimir Poutine, estimée à 200 milliards de dollars, n'empêchera en rien le déclin démographique inéluctable de la Fédération de Russie, qui manque déjà de cerveau et de main-d'œuvre pour réaliser l'ambitieux délire de son dangereux et richissime psychopathe en chef, un empire russe réunifié. Alors, des trois dangereux psychopathes capitalistes qui concourent à nos risques et périls pour obtenir le titre officieux de maître de la mondialisation capitaliste, Vladimir Poutine est le seul véritable self-made robber. Robber pour voleur. Voilà, en effet, le père de Donald, Fred Trump, était un riche promoteur immobilier new-yorkais. C'est lui qui a fondé The Trump Organization.
En ce qui concerne Xi Jinping, parce qu'on dit le Xi, ça dit Xi en chinois, Xi Jinping, il est le fils de Xi Zhongchun, un des compagnons et des proches de Mao Zedong. Alors, Xi Jinping naît le 15 juin 1953, soit un trimestre après la mort du géorgien petit père des peuples, le sanguinaire autocrate Joseph Staline, dont Mao Tse-tung a toujours été un fan inconditionnel. Est-ce que le cadre est bon? Voilà. Alors Mao Zedong, avec un minimum de 50 millions de morts en temps de paix, pulvérise l'abominable record de Joseph Staline, estimé entre 15 et 20 millions de morts. Alors, Xi Jinping a subi et fait subir à d'autres les cruelles et peu reluisantes méthodes pratiquées de manière modulée mais continue par le capitalisme d'État collectiviste chinois. Respect obligatoire de la ligne du parti, dénonciation des contre-révolutionnaires, censure de toutes les idées hétérodoxes, autocritique des ennemis du peuple, trahison opportuniste, purges impitoyables, rééducation par le travail forcé, crédit social pour les masses, culte de la personnalité des supérieurs hiérarchiques. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il vit dans le parc au centre de Pékin, la nouvelle cité interdite réservée à la caste des privilégiés du système autoritaire maoïste chinois. Son père tombe en disgrâce en 1962. Xi Jinping subit alors de fortes pressions de la part des gardes rouges inféodés à Mao afin qu'il dénonce son père. À l'âge de 16 ans, lors de la révolution culturelle, il est envoyé avec sa sœur aînée, comme disait le comte Tolstoï, en long convoi à la campagne pour découvrir le goût de la terre et du travail réparateur, qui seuls peuvent effectuer leur rééducation politique selon la dialectique maoïste de l'époque. Des conditions de vie très spartiates couplées à des travaux agraires épuisants ont raison de la volonté de vivre de sa sœur aînée qui se suicide. Xi Jinping s'endurcit dans ses dures conditions physiques avec l'étiquette infamante d'ennemi du peuple. À 18 ans, en 1971, il adhère pragmatiquement à la Ligue de la jeunesse communiste chinoise. Il tente à 8 reprises de s'inscrire au Parti communiste chinois et essuie 8 refus. En 1974, à l'âge de 21 ans, sa 9e tentative est couronnée de succès. C'est donc par l'intermédiaire de cette dure expérience personnelle de la vie en République populaire de Chine, sous l'autorité impitoyable du Parti communiste chinois, que Xi Jinping a compris que celui qui dresse la liste des ennemis du peuple est celui qui a le moins de chances d'y figurer, et donc, in fine, de vivre plutôt que dans le meilleur des cas de survivre comme lui, ou, comme malheureusement ce fut le cas pour sa sœur aînée, d'y perdre la vie. De 1974 à 2022, durant 48 années, Xi Jinping gravit opiniâtrement, impitoyablement et inexorablement tous les échelons labyrinthiques et bureaucratiques du système totalitaire chinois, jusqu'à son sacre à 69 ans, le 22 octobre 2022, en tant qu'empereur absolu du milieu militaro-industriel nucléarisé chinois. À cette occasion, comme symbole fort de son incontestable pouvoir absolu, il fait exfiltrer contre sa volonté l'ancien président chinois Hu Jintao du Congrès du Parti communiste chinois. L'homme est intelligent, rusé, et ses 48 années de patience font de lui un stratège hors catégorie. À côté de lui, Donald et Vladimir sont de viscéraux menteurs pathologiques, des voleurs opportunistes, de vulgaires gangsters. Ils aiment inspirer la crainte et donner l'impression d'avoir le contrôle sur tout, ainsi que sur toutes et tous, alors que, comme le petit Cron, ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Le bluff et l'intimidation constituent plus de 50% de leur stratégie. Notons tout de même que Vladimir Poutine est dangereusement paranoïaque. Il n'hésite pas à tirer le premier s'il se sent directement menacé. Souvenons-nous à ce sujet de l'incident aéronautique du 28 août 2023,
qui envoya son vieil ami mafieux Evgeny Prigojine directement au terminal des prétentieux parce qu'il avait ouvertement osé remettre en cause son autorité. Rien à voir donc avec Xi Jinping, qui fait preuve en toutes circonstances d'une totale maîtrise de soi. Sous des abords impassibles, il sait à l'occasion être avenant, voire souriant. Lorsqu'il élimine un concurrent, un gêneur ou un opposant, il n'y a aucun signe annonciateur avant l'impitoyable passage à l'acte. C'est avec la patience et l'intelligence stratégique d'un joueur de Go qu'il sert son impériale politique capitaliste nationale. La marine qui sert ses ambitions impérialistes n'est pas constituée de belliqueux et dispendieux porte-avions nucléaires. C'est une flotte pacifique de porte-conteneurs qui envahit le monde par voie maritime. Ces bataillons de conteneurs voyagent aussi par voie ferrée, par voie aérienne, par voie fluviale et finalement, en liaison terminale, par la route, cela va de soi. D'où la fameuse route de la soie, quoi. Alors, la stratégie de conquête chinoise est aussi simple qu'efficace. Faire miroiter des contrats gagnant-gagnant aux États ne disposant pas d'infrastructures logistiques indispensables au développement de leurs échanges commerciaux à l'international. Avec à la clé des commissions prévaricatrices d'apporteurs d'affaires proportionnelles au montant des contrats signés, qui font de ces contrats des opportunités financières pour les patrimoines personnels des oligarques locaux. L'État chinois prend à sa charge la moitié de la douloureuse et comme spécifié par le contrat, il s'occupe de tout, conception, construction et gestion des infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, aéronautiques, routières ou portuaires. Les populations chinoises en paient la moitié de la facture, comme convenu contractuellement. Et en tant que seul maître d'œuvre, des entreprises chinoises deviennent les créanciers de la totalité de la somme due. Si les bénéfices futurs escomptés ne sont pas au rendez-vous, l'État qui abrite les infrastructures, pour avoir la capacité financière à rembourser les intérêts liés au paiement de sa part du contrat, sera obligé de brader ses richesses au détriment des intérêts vitaux de ses populations. À cette occasion, les oligarques locaux pleureront des larmes de crocodile politique pour donner le change aux populations locales mécontentes car durablement endettées. Voilà la forme strictement capitaliste du néocolonialisme républicain et populaire chinois, un régime prétendument communiste qui n'est qu'un dragon thermonucléaire avec à sa tête un autocrate impérialiste. Seul un être particulièrement stupide et naïf pourrait adresser une requête allant contre les intérêts géostratégiques de l'actuel empereur chinois. Xi Jinping n'est pas l'allié de Vladimir Poutine, mais grâce à l'invasion de l'Ukraine, il divise et affaiblit l'ensemble des populations européennes et en premier lieu les populations russes. Il réduit ainsi la présence militaire russe sur les 4250 km de la frontière sino-russe, ainsi que sa présence en Afrique. Il sert donc les intérêts géostratégiques de la Chine, mais aussi les intérêts financiers de tous les oligarques ultra-riches, quelle que soit leur nationalité. Démographiquement, la Chine va mal. Sa pyramide des âges est dangereusement déséquilibrée. Sa forme de champignon indique que sa population vieillit. Le taux de fécondité en Chine est inférieur à 1,15 enfants par femme. Heureusement pour la biosphère terrestre, cette population connaît une décroissance depuis 2022. En 2023, la population chinoise diminue de plus de 2 millions de personnes. Cette diminution de la population se poursuit en 2024. Actuellement, la population de la Chine est évaluée à un peu plus de 1,4 milliard de personnes. D'après des calculs statistiques, la Chine verrait sa population décroître de plus de 200 millions d'individus dans les 50 années à venir. Au nom du fric, l'autocrate américain
l'autocrate russe et l'autocrate chinois partagent la même passion pour la croissance de leur complexe militaro-industriel nucléarisé. Elle est la garantie de la croissance de leur commun pouvoir terroriste de nuisances thermonucléaires. La dispendieuse nouvelle course spatiale vers notre proche satellite naturel est le symptôme scientifique et technique de cette volonté de domination planétaire commune. J'ai les meilleurs vecteurs, je maîtrise l'acquisition précise de cibles lointaines. Au nom du fric, on fait rouler ces muscles techno-scientifiques au détriment des budgets alloués à la véritable exploration spatiale qui s'effectue à l'aide de sondes automatiques non habitées et dont les buts sont moins intéressés, donc plus authentiquement scientifiques. Microgravité, rayonnement cosmique, pollution atmosphérique liée aux mises en orbite, roulette russe écologique lors de l'envoi d'un engin spatial contenant un générateur thermoélectrique à radioisotope, encombrement des orbites basses pour des raisons militaro-mercantiles, alors que plus de 99% des communications au débit planétaire s'effectuent à l'aide de câbles terrestres et sous-marins. Au nom du fric, survivre dans la promiscuité d'une boîte de conserve qui sent la chaussette sale, dormir avec un ventilateur devant le visage pour ne pas mourir d'étouffement en inspirant le gaz carbonique que l'on expire, revenir décalcifié et musculairement affaibli, voilà à quoi ressemble la présence humaine dans l'espace. Le storytelling de l'aventure spatiale exaltante est un criminel mensonge médiatique militaro-industriel. Restons optimistes. Dans 2 décennies, les vieux autocrates que sont Donald, 79 ans, Vladimir, 73 ans, Xi Jinping, 72 ans, appartiendront définitivement au passé. Durant cette courte et périlleuse période, il est vital que notre non-violente et active sobriété choisie érode tous les nuisibles mécanismes consuméristes du capitalisme mondialisé, afin que les inéluctables fins prochaines de tous ces vieux et nuisibles autocrates soient les prologues annonciateurs du vital effondrement du capitalisme mondialisé et que disparaissent avec eux toutes leurs criminelles menaces terroristes de guerre, voire d'holocauste thermonucléaire. Dorénavant, inquiétons-nous uniquement de ce qui est de notre ressort, c'est-à-dire de travailler moins afin de produire et de consommer mieux et moins. Renonçons à la consommation de protéines animales, cela sera bon pour le climat, et nous pourrons consacrer notre temps retrouvé à vivre mieux et en meilleure santé au sein d'un environnement moins pollué. N'abdiquons plus nos libertés en déléguant nos choix de vie à qui que ce soit, voire à des institutions, qu'elles soient nationales, internationales, confessionnelles, laïques, publiques, privées. Des individus ou des institutions qui invariablement finiront par servir leurs intérêts particuliers au détriment de nos intérêts communs. Notre pouvoir de créer, notre liberté d'aimer, ainsi que l'exercice de l'ensemble de nos aptitudes individuelles ne doivent plus être conditionnés de manière contractuelle, voire constitutionnelle, mais être inconditionnellement libres. Les symptômes communs à tous les sociopathes dominateurs, à tous les richissimes accaparateurs, doivent mobiliser notre vigilance permanente afin que les mortelles pandémies capitalistes et leurs terroristes nuisances appartiennent définitivement au passé. Cette profonde, vitale et non-violence métamorphose sociale dépend de chacune et de chacun d'entre nous, car nous avons, au-delà de nos enrichissantes variétés phénotypiques et culturelles, les mêmes intérêts vitaux et la même aspiration commune à vivre en paix. L'être humain est bon, par contre, il n'y a pas de bons états. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel, tourné en direct, alors le jeudi 8 janvier 2026. Alors ce ne sera pas le 1er janvier, parce que le 1er janvier est un jeudi, mais j'ai décalé à nouveau d'une semaine
parce que je pense que C'est sur disponibilité de tout le monde. voilà, pour la disponibilité de tout le monde, donc on se retrouvera le jeudi 8 janvier 2027 pour une 174e émission Radar, toujours tournée en direct et qui sera diffusée en différé sur nos pages Radar Facebook et YouTube. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et excusez-moi pour cette émission un petit peu longue, et je m'excuse auprès de Muriel Capdevielle. Absolument pas. Que- Là, on est dans les 1 heure. C'est du poil. Oui, mais c'est que j'ai quand même... C'est dans 1 heure. Speedé. T'as même pas fait plus d'1 heure. Et ben Donc voilà. C'est impeccable. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Roger. Merci à toi Marc.